Ils épalent les champs à la belle Zénithine. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans le réel, vous êtes bien sur les ondes de Méridien Zéro, l'émission non conforme, l'émission française de Radio Bandera Nera. Wilsdorf à la barre ce soir, richement entouré, vous allez le constater, avec notamment le camarade Gérard Vaudan. Bonsoir. Et également le camarade Jean-Louis Roumégas. Rebonsoir. Au platine ce soir, Lord Igor, conducteur imperturbable et indispensable de la technique. Une émission un peu particulière ce soir, en forme d'hommage à un monsieur qui a eu la mauvaise idée de nous quitter dans la nuit du 5 au 6 octobre 2007. Cet homme, il nous a semblé nécessaire et important de lui consacrer cette émission. D'abord, bien évidemment, par ses talents de journaliste, d'écrivain, d'intrépide pamphlétaire, mais aussi et surtout pour ses combats, ses engagements, qui restent pour nous comme des modèles de lutte et de sacrifice à perpétuer. J'ai nommé, vous l'aurez peut-être deviné, Serge de Beketch. Et je voudrais vous lire en guise d'introduction de cette émission ce texte de Philippe Randa qui résume assez bien le parcours de Serge. C'est un dernier témoin d'une époque désormais révolue, une époque que les enfants du XXIe siècle n'ont forcément pas connue, une époque de sombre traversée de désert politique pour les nationalistes français, puis de renaissance sur fond de diabolisation, une époque où la presse ressemblait encore plus ou moins à ce qu'elle a été depuis sa création, avant la révolution Internet. C'était les années post-68. Avec le terrorisme intellectuel de la gauche, l'exhibition plus que la libération sexuelle, les chocs pétroliers, l'immigration incontrôlée rapidement devenue incontrôlable, et l'apparition de ces longues durées de chômage dont certains ne se relèvent plus. C'était les années Giscard, les années Mitterrand, les années Chirac, les années de ceux qui ont le souvenir nostalgique de leurs 20 et quelques années. Vous le savez désormais, nous ne sommes pas sur Méridien Zéro, des nostalgiques d'un passé révolu et archaïque, mais bien plutôt résolument tournés vers l'avenir. Et c'est justement dans cette logique qu'il nous a semblé important de rendre témoignage à l'ami Serge de Beketch ce soir. Je dis ami car même si j'ai peu connu Serge de Beketch, c'est libre, son journal, son fameux Décadaire, et ses émissions radio nous ont accompagnés durant plusieurs années, façonnant d'une manière certaine l'engagement militant qui est le nôtre aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons la grande chance ce soir et l'immense plaisir, pour parler de lui, de recevoir deux amis fidèles, monsieur Jean-Paul Chéric de Olmeta. Bonsoir monsieur. Bonsoir, merci de m'accueillir. Vous êtes écrivain, vous étiez chroniqueur au Libre Journal de la France Courtoise. Voilà, exactement. Et vous étiez co-présentateur dans l'émission de Serge de Beketch sur Radio Courtoisie. Enfin non, j'étais avec Serge. Moi, voilà. Et vous travaillez actuellement avec Gérard Marin, je crois, sur... Gérard Marin m'invite de temps en temps, Catherine Rouvier m'invite de temps en temps, Emmanuel Ratier m'invite souvent, et je suis très content de me retrouver à Radio Courtoisie. Bien. Emmanuel Ratier aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous, par contre, vous êtes un habitué de Méridien Zéro. Oui. Vous êtes journaliste, écrivain, éditeur, et vous dirigez l'excellente et indispensable revue Faits et Documents, dont je recommande l'abonnement et la lecture, si ce n'est pas déjà fait, à tous nos auditeurs. Et vous êtes également patron d'émission sur Radio Courtoisie. Je laisse à mon ami Jean-Louis. Alors, l'émission, en fait, va être une émission, on va discuter autour du parcours et de l'itinéraire de Serge de Beketch. Mais il nous a semblé quand même important, d'un point de vue biographique, de rappeler ses origines familiales qui ont une importance quand même assez conséquente dans son itinéraire. Je laisse donc ce soin à Jean-Louis. Alors, Serge de Beketch, en fait, était, de par son itinéraire familial, était sans doute prédisposé à tout ce qu'il fera de sa vie, aussi bien dans l'engagement politique que dans le caractère un petit peu échevelé. Puisque si on remonte, pas sur très très loin, sur en gros 2-3 générations, Serge de Beketch est le produit en fait du mélange de multiples origines. Donc, d'un côté, une origine française et de l'autre, évidemment, une origine russe, ce qui lui vaut... Alors, en général, on dit Serge de Beketch, mais au moins une fois, il faut quand même avoir dit son nom complet, qui était Serge Yurevitch Verebrusov de Beketch. Donc, un nom bien russe et très long, ce qui fait qu'évidemment, on le nommait... Enfin, il s'appelait lui-même surtout Serge de Beketch. Alors, c'est une lourde hérédité guerrière, puisqu'il était d'un côté donc petit-fils d'un officier supérieur français. Dans la notice qu'Emmanuel Ratier lui a consacrée dans l'encyclopédie de la vie politique, on rappelle que dans ses ascendances, il y avait des amiraux,
2 amiraux, je crois, 2 généraux, donc un passé militaire bien important. Et donc, petit-fils d'un officier supérieur français qui s'est battu à Verdun, et aussi également petit-fils de l'aide de camp du général Dénikine, ce qui, bien sûr, faisait un lien très direct avec le générique de l'émission sur les Blancs. On peut rappeler qu'il a été créé par Alain Sanders et Bernard Lugan, les Partisans Blancs, qui est en fait donc un chant assez récent. Oui. Et je dirais par ailleurs sur une que- musique qui, elle, par contre, était traditionnelle. Et je dirais par ailleurs que la notice que je lui ai effectivement consacrée a été faite en liaison avec lui, qu'il l'a vérifiée, donc il n'y a pas d'erreur, à la différence des biographies du type Wikipédia qui sont très approximatives. D'accord. Donc, cette aide de camp du général Dénikine se maria avec une princesse, la princesse Verbroussova, qui finit par quitter la Russie au moment de la révolution bolchevique pour rejoindre la France à pied, à travers l'Europe. Le père de Serge Beketch fut intégré comme capitaine dans l'armée française. Le grand-père donc, fut intégré comme capitaine dans l'armée française. Et par contre, donc, le père de Serge Beketch, Yuri, fut élève à l'école des cadets, donc, qui était l'école impériale russe, qui avait été reconstituée en France à la suite de la révolution bolchevique. En 1940, il est fait prisonnier en Allemagne. Ensuite, il est versé au STO, il s'évade 3 fois, il finit en forteresse, il revient de captivité, il s'engage, il fait des études de médecine. Et comme sans doute une partie de sa génération, il a du mal quand même à réintégrer la vie civile, avec tout ce que ça implique en 1945, avec en particulier le poids des communistes dans la vie politique française. Et donc, il s'engage dans la Légion, et il meurt à Dien Bien Phu en avril 1954, le 19 avril 1954. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, Serge de Beketch a ignoré quand même pendant très très longtemps les circonstances de sa mort, puisqu'il racontait qu'il ne les avait appris réellement qu'en 1977, c'est-à-dire plus de 20 ans plus tard. Donc Serge Beketch, du coup, est orphelin à l'âge de 8 ans, donc il va passer quelques années chez les pupilles de la Nation. Et à partir de là, bien sûr, on va lui connaître toute sa carrière, en particulier comme journaliste. Et c'est de cela que nous allons traiter donc aujourd'hui. Carrière de journaliste, mais pas seulement, puisqu'il y a tout ce qu'il y avait autour. On pourrait rappeler que le général Dénikine avait une fille qui était Marina Gray, qui était l'épouse de Jean-François Cap. D'accord. Voilà, Voilà. Est-ce que Serge parlait fréquemment de ses origines et de l'importance que ça pouvait avoir pour lui ? L'importance, pas forcément, mais il était très, très heureux d'évoquer la Russie et qu'il avait connue à travers sa grand-mère avec des choses très drôles, des anecdotes, etc. Mais il disait pas c'est ça qui m'a formé à quoi que ce soit. C'est ça. Enfin, Il avait des photos, toujours dans son bureau, Oui. de ses grands-parents, de son père en particulier. Voilà, oui. En uniforme militaire. Mais son père, il etc. a eu du mal à en parler. Il a fallu Oui. qu'il apprenne d'abord ce qui s'était passé, alors que ses Ouais. grands-parents... Oui, parce qu'en fait, c'était bien qu'étant fils d'un militaire décédé à Dien Bien Phu, on n'avait pas accès au dossier militaire. Donc il a fallu attendre très longtemps. Donc je ne savais pas que c'était 77, pour qu'il ait accès en fait partiellement au dossier militaire de son père, pour savoir les circonstances dans lesquelles il était mort, etc. avait levé le secret militaire, en quelque sorte. Donc on voit quand même qu'il est marqué très tôt donc, par un environnement, on va dire, guerrier, enfin un environnement militaire, marqué aussi par le communisme d'une certaine manière, puisque toute sa famille a quand même subi les affres directement et indirectement, puisque l'engagement de son père, il saura, je sais, par un ami de son père qui était présent à Dien Bien Phu, qu'une des motivations a été aussi d'aller là-bas afin de s'engager dans la Légion pour aller se battre contre les communistes. Donc on retrouve en toile de fond cet engagement politique, en tout cas marqué par cet engagement-là. Il y a l'engagement du courage aussi, parce que quand on l'écoutait, il parlait de sa grand-mère, par exemple. Il a été entouré de quelques femmes qui étaient des femmes qui étaient des solides, costauds, qui étaient des guerrières aussi. C'est important, parce qu'il n'y a pas seulement le côté militaire, il y avait le côté familial de sa grand-mère qui était assez sévère, probablement, et tout ça, il l'admirait, et ça a fait partie de sa formation aussi. Est-ce qu'il expliquait le fait que finalement il n'est pas lui-même poursuivi dans cette voie militaire et que donc en fin de compte il ait choisi une voie civile et en un sens je dirais heureusement pour nous. C'est parce qu'il avait l'appel du porte-plume. Voilà, oui, c'est ça, il ne se sentait pas non plus héritier de quelque chose dans la matière. Non, il se sentait plutôt héritier de grandes traditions, mais
sur le plan familial, de principe, bien sûr. Mais il ne s'est pas cru obligé de faire la même chose que ses parents, quoi. D'accord. Donc après, s'ensuit, donc, comme l'a dit Jean-Louis, les pupilles de l'air, en l'occurrence à Grenoble. Il y reste quand même un certain nombre d'années. Je crois qu'il y reste 7 ans. Sa vie professionnelle démarre directement en 1966. Il rentre comme pigiste à Minute. Donc c'est le début d'une grande histoire. Oui, mais il connaissait déjà Jean-François Devet avant, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque je suis allé voir Jean-François Devet, nous étions à l'hiver 1962. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois Serge. Quittant Devet dans l'escalier de la rue du Croissant, je croise un jeune homme mince comme un fil, calamistré, un costume magnifique, une belle cravate, un playboy. C'était Serge, et je l'ai revu que 30 ans après. Donc, et ça se passe en 62. Donc il avait déjà des contacts avant, parce que Devet n'a pas créé Minute comme ça, Oui, bien sûr, d'un oui. claquement de doigts, évidemment. Donc pigiste à Minute, il y restera pas très longtemps, je crois. Il s'entendait pas très bien avec Devet, j'ai cru comprendre. D'accord. Il avait des caractères forts. Donc en 1969, il est invité par Goscinny. Voilà. Donc là, c'est le début aussi d'une histoire. Il devient scénariste dans les pages d'actualité du magazine Pilote. La BD, c'était quoi? C'était une passion? C'était quelque chose de... Là, je suis pas très ferré là, sur le sujet BD, parce que j'avais pas beaucoup parlé avec lui, mais ça a été une passion à un moment, ça D'accord. c'est évident. Et puis ça l'a poursuivi après en tant que lecteur. C'est toujours intéressé à ça. Mais là, après... Non, enfin, il était scénariste à Oui, Pilote. C'est ça, scénariste, oui. Donc il travaillait avec des dessinateurs. En fait, il imaginait des histoires. Donc c'était assez heroic fantasy, c'était assez Conan le barbare, des choses comme ça, un peu ce qu'on retrouve chez Druillet par exemple. D'accord. Voilà. Ouais. Et il a été très ami avec un certain nombre de dessinateurs, donc il était ou scénariste, il était très ami avec Fred, Oui. qui est resté très ami avec lui jusqu'à sa mort. Enfin, jusqu'à la mort de Fred. Ouais, Fred est décédé avant Serge, mais encore dans les années 2000, ils avaient des contacts. Il était très ami avec Goscinny. Ça, on Oui, en il a en parlé parlait avec plusieurs beaucoup fois. de passion, En fait, il avait aussi une espèce de rubrique d'actualité. Il abordait toutes sortes d'autres sujets. Ce qui fait que, par exemple, il était... c'est des choses moi, j'ai parlé avec lui, mais qui était peu connu. Par exemple, il était très ami avec Jacques Bergier, par exemple, Ah oui. qui est associé au mouvement Planète. Parce que lui, il était très attiré par tout ce qui était occultisme, ésotérisme. Comme Jean-Claude Bourret, les ovnis, tout ça, là. Oui, mais ça aussi. Mais c'était Ou beaucoup les frères plus... Bogdanov. Non, mais Ah bon c'était beaucoup plus large que ça. Il y avait les trolls, les gnomes, la mythologie, etc. Moi, à l'époque, j'étais abonné à Pilote. Effectivement, c'était toujours très, très construit, les scénarios. Alors, un petit rappel, Emmanuel, qu'est Pilote pour les plus jeunes de nos auditeurs qui n'ont pas connu Pilote? Pilote, c'était un hebdomadaire assez révolutionnaire en matière de bande dessinée, parce que ça changeait à la fois de Tintin, qui était un hebdomadaire, et de Spirou. Et c'est là où se sont exprimés toute une série de nouveaux dessinateurs qui, par la suite, ont créé notamment les humanoïdes associés, etc. C'est-à-dire qu'il y avait un des très grands dessinateurs, excusez-moi, de Pilote, c'était Gottlieb, par exemple, Oui. avec les dingos dossiers, la rubrique à braque, etc., qui a eu une énorme influence sur la jeunesse. On n'imagine pas l'influence un peu comme on parle toujours de l'influence de Tintin, du journal Tintin. Bon. Mais à une époque, par exemple, l'influence qu'a pu avoir à une époque le premier Harakiri. Je ne parle pas du Harakiri d'aujourd'hui ou de Charlie Hebdo. Enfin, Attention, excusez-moi, Charlie ouais, Hebdo, on va se faire C'est plastiquer, dangereux. Emmanuel. voilà. Mais ça n'a rien à voir. Et c'était avec des gens beaucoup plus intéressants. Et ce qui est particulier, c'est qu'à l'époque, parce que, je ne sais pas si on en parlera, mais il était déjà engagé politiquement. Oui. Il était très engagé politiquement. Et je vais jamais... il se trouve que... Vous savez, une des grandes choses, c'est quand on travaille avec des gens, en fait, il y a énormément de questions qu'on leur pose jamais. Oui, c'est vrai. Par exemple, quand j'étais allé voir Léon Degrelle, je suis allé le voir plusieurs fois, je lui ai dit, mais comment ça se fait que vous n'ayez pas de photos avec Hergé? Mais il me dit, mais on travaillait dans le même bureau. Oui. Et il m'a dit, mais est-ce que vous avez des photos de gens avec qui vous travaillez? Et c'est vrai, on ne fait pas de photos à son bureau. On fait des photos dans des restaurants, dans des fêtes de famille, etc. Peut-être un peu plus aujourd'hui avec les téléphones portables. Il n'y avait pas de photos. Quand on voit que la femme de Léon Degrelle a été la secrétaire d'Hergé, par exemple. C'était des choses comme ça.
on n'en a aucun souvenir. Et donc, Serge, je sais que, par exemple, je ne sais pas s'il a été membre, par exemple, d'Ordre Nouveau, mais il en parlait souvent. Voilà. Donc... Si j'ai bien compris, Goscinny était quand même plutôt quelqu'un de droite, par ailleurs. Sans avoir d'engagement, mais moi, c'est l'impression que j'avais par rapport à cette époque. C'était pas quelqu'un qui avait en gros un engagement, ni forcément une sensibilité de gauche, par contre. Excusez-moi, Marquis. Mais oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'ami Guy Sagère, qui parle très bien de Goscinny, qu'il a très bien connu également. Oui, effectivement. Guy Sagère, par exemple, Mouminou, c'était quelqu'un qui collaborait, qui a écrit dans toutes sortes de revues où ça paraîtrait impossible. Si mes souvenirs sont bons, il a collaboré à Charlie Hebdo, par exemple, longuement. Oui, absolument. Bon. Ouais. Il était ami, enfin, il connaissait très bien le professeur Choron aussi. Voilà, ça, le professeur Choron, ça c'est tout. Il suffit de lire Nab et ce genre de choses pour savoir que c'est pas exactement l'étiquette habituelle. On peut pas dire que c'est un gauchiste, quoi. Et d'ailleurs, c'était un ancien de la Légion étrangère. Ce qui était un point, d'ailleurs, Serge connaissait le professeur Choron, quoi. C'était des grandes amitiés. Mais pourquoi, à l'époque, il y avait une émulation artistique, intellectuelle, il y avait en fait, tous ces gens-là... Il n'y avait pas du tout les barrières idéologiques qu'il y a depuis... Enfin, pas aujourd'hui. En gros, depuis la fin des années 1970, je dirais. Ça a été instrumentalisé largement par François Mitterrand, mais ça date d'un peu avant. Et à l'époque, ça scandalisait absolument pas les gens. En plus, il y avait quand même le problème du communisme, donc à l'époque, c'était beaucoup plus... Les choses étaient plus claires. Oui. Et puis, c'était moins... Il y avait moins de... Il n'y avait pas un cordon sanitaire vis-à-vis de tous les gens qui avaient des idées nationalistes, quoi. Voilà. C'est très, très clair, ça. Alors, une petite parenthèse par rapport à cette période-là. Un engagement... dans la franc-maçonnerie, un peu comme un paradoxe. Alors, ça, on va en parler, mais je voudrais revenir avant, parce que le Marquis peut en parler, moi j'en ai souvent parlé avec lui. Bon. Mais je voudrais revenir quand même sur ce côté, en fait, très branché pour l'époque. Parce que ça paraît très vieux. Alors on dit Serge Beketch, Cato Tradi, Réac, Saint-Nicolas du Chardonnay, enfin vous voyez ce genre de truc, ses adversaires disent ça. Et en fait, Serge, il se définissait pas du tout comme ça. Bon, et par exemple, il est impliqué dans le mouvement Planète, par exemple, qui est avec, pas tellement avec Powell, mais il s'entend très bien avec Berger. Par exemple, c'est lui qui me l'a raconté, c'est lui qui donne le bras à la femme de Jacques Bergier, à l'enterrement de Jacques Bergier. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est qu'il est présenté, il y a des gens qui disent qu'il est antisémite. Or, c'était un super ami de Jacques Bergier qui était juif et qui ne le cachait pas, quoi. Et il n'y avait pas du tout ce genre de... Qu'est-ce qu'il ne cachait pas qu'il était juif ou de Beketch ? Non, mais Jacques Bergier ne cachait absolument pas qu'il était juif. Et c'était toujours un grand sujet de plaisanterie entre eux. Il m'en a longuement parlé, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, les frontières étaient moins nettes. Enfin, je dirais, les clivages étaient beaucoup moins nets. Ouais. Oui. Il n'y avait pas eu d'instrumentalisation de l'Holocauste, donc c'était quand même beaucoup plus facile. C'était pas encore une religion révélée, quoi. Les gens étaient moins énervés. Voilà. Mais il était dans la maçonnerie, parce que ça s'inscrit dans les ovnis, les machins. C'est ça, c'était... Voir l'ésotérisme de la maçonnerie. Mais en fait, il y est quand même... Pour moi, il est rentré tardivement. Oui. Mais à mon avis, ça l'a pris comme ça. Il s'est dit, tiens, je vais voir ce que c'est. Bon, oui, parce qu'il a quand même été à la Grande Loge, puis après, il a changé. Enfin, il n'est pas resté très longtemps. En fait, il va à la GNLF. En fait, il est rentré à la Grande Loge de France. Oui. Je ne sais pas sous l'influence de qui. Enfin, bon, il l'a peut-être raconté, mais enfin, bon. Non. Mais il y est resté pendant quelques années. Il s'y est fait un certain nombre de relations. Oui, des amis qu'il gardera d'ailleurs très longtemps. Oui. Non, mais oui, si on veut. Bon. Mais c'est une autre époque aussi. Bon. Enfin, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Et puis, il est allé un petit peu à la GLNF, où d'ailleurs là, il a un peu écrit dessus, où il a dit qu'il en était parti, parce qu'il s'était rendu compte qu'en fait, pour lui, la GLNF, c'était une annexe des services secrets américains et des services secrets britanniques. D'accord. Il faut savoir que la GLNF a connu un certain essor, parce que c'était rien du tout. En France, c'était le Grand Orient qui comptait, la Grande Loge de France, un peu la Grande Opéra. La GLNF, l'essentiel des membres de la GLNF jusqu'à la fin des années 60, en fait, ça avait été créé c'était des loges militaires de l'OTAN. Et comme ils n'avaient pas d'endroit où se réunir, ils ont pratiquement recréé, c'est pas exact, puisque la GLNF existait, mais elle comptait une dizaine de loges. Et les autres loges, c'était des loges militaires.
Bon. Et Serge a considéré, il a écrit qu'il s'était rendu compte qu'on lui demandait un certain nombre de choses et que c'était lié avec les services secrets américains et anglais, ça lui a pas plu. Voilà. Mais quand il est parti, il a eu un petit déclencheur humain. Même je lui ai dit, qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti? Il avait été souffrant. Et pendant 15 jours, il avait été immobilisé. Il n'y a pas un type de saloche qui lui a téléphoné. Il y en a pas un qui est venu le voir. Alors, ça a accéléré son départ. Il a trouvé que ça collait pas avec ce que la camelote vendue, quoi. Et on est loin de la fraternité. Voilà, mais ce qui est vrai, bon, je ne sais pas s'il faut en parler ou non, mais c'est qu'il avait gardé en tout cas un certain nombre de liens. Oui, bien sûr. Et notamment avec des policiers. Oui, bien sûr. Par lequel il faisait transiter des informations. Voilà. À tel enseigne. Et un jour, je me souviens, il n'était pas très fier, d'ailleurs, je vais quand même le raconter. Donc, j'avais écrit une série d'articles dans Minute sur les détournements de fonds par le biais de... Ça paraît énorme aujourd'hui, mais il y avait quand même moins de lois sur le financement des partis politiques. En fait, c'était un peu l'histoire des bureaux d'études urbatechniques du PS. Donc, on prenait un bureau d'études qui servait à rien, on lui filait 4% pour avoir le marché. Il prenait 4% de toute façon. Et les 4%, ils retombaient dans les poches du Parti socialiste. Mais les types qui étaient déjà dans ce bureau d'études technique se prenaient 1 ou 2%. Bon. Et donc j'avais commencé à faire une série d'articles absolument incroyables parce que j'ai eu des gens qui avaient été pressurés par eux, qui m'avaient donné tous les renseignements. J'ai jamais eu de procès, etc. Ça a permis d'ailleurs de mettre en faillite l'Unité, qui a plus de publicité, qui était l'hebdomadaire du PS. Une grande victoire. Ça, c'est une de mes grandes victoires. Et donc, Serge s'était-il fait taper sur les doigts ou non, je n'en sais rien. Ou est-ce qu'on lui avait demandé à titre de service alors qu'il n'y était plus? Toujours est-il qu'il me dit, tiens, on va aller à un déjeuner, etc. Et au dernier moment, il me dit, je peux pas, tu y vas tout seul. Et donc, je me suis retrouvé avec le responsable de la Grande Loge de France pour le nord de la France, 2 chefs d'entreprise qui était membre de la Grande Loge, que j'avais attaqué évidemment dans mes articles, et un commissaire divisionnaire, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui a fait fortune depuis, et qui était aussi franc-maçon, quoi. Vous avez dû passer un moment sympathique. J'avoue que j'ai mis un petit bout de temps à comprendre. J'étais un peu gêné, quoi. Voilà. Puis après, je lui ai dit que j'avais modérément apprécié qu'il ne soit pas venu, quoi. Parce que j'étais vraiment tombé dans un tractard. Les types me disant, mais il n'y a pas de problème, plutôt que d'écrire ce genre d'article, vous devriez nous dire où vous voulez partir en vacances avec votre fiancé, on vous offrira des billets d'avion et un séjour aux Galapagos. Ouais, en ce moment, les commissaires de police et autres en particulier du nord de la France, qui fonctionnent de la sorte, ont quelques soucis avec la justice. Voilà. Mais à la mort de Serge, quand à un moment, Madame de Beketch, Goffman et moi, j'ai pas voulu m'en mêler, se sont dit, est-ce qu'on continue pas? Moi, j'ai attiré leur attention sur le fait que Madame de Beketch ni Goffman ne recevraient jamais à 3h du matin un coup de fil qui leur apprendra quelque chose d'extraordinaire qui permettait de faire un journal. C'est évident qu'à la mort de Serge, ces indicateurs, ils sont peut-être allés voir ailleurs, mais en tout cas pas à des successeurs potentiels de Serge. Parce que bon, il était extrêmement informé, mais bon... Il n'y a plus personne derrière. On pourra parler, si vous voulez, de l'époque Minute que j'ai vécue dans les années 80. Alors, justement, Minute, 1975, il quitte Pilote. Il quitte Pilote pour rejoindre Minute en tant que rédacteur en chef. Donc, c'est le début d'une collaboration. Alors, Minute, c'est quelque chose un peu particulier. Hein. Il y a pas mal d'allers-retours. Je crois qu'il y a eu 3 fois. Enfin, il a quitté 2 fois ou 3 fois pour y revenir. 2 fois volontairement et 1 fois moins volontairement, je crois. Oui. C'est ça. Et donc, Minute, rédacteur en chef, ça se passait comment à l'époque? Les locaux étaient somptueux. Moi, je suis arrivé... Enfin, non. La première fois que j'y suis allé, c'était en 79 ou en 80. Et non, c'était avenue Marceau. Un immeuble complet. Oui, pierre de taille, truc somptueux. À l'époque, c'était un hebdomadaire qui se vendait quand même à plus de 100 000 exemplaires, quoi. Ah oui, quand même. Et puis, il y avait surtout, à côté, il y avait le Crapouillot, qui était une source de profit importante. Parce que c'était vendu en kiosque assez longuement. C'était, je sais pas, ça devait être un trimestriel ou tous les 2 mois. On paraissait 4 fois par an à l'époque. Voilà, et donc les numéros restaient en kiosque longtemps. Après, on vendait les anciens numéros, etc. Ça marchait bien, quoi. Serge a collaboré au Crapouillot. Ah oui. C'est lui qui a de toute façon, tous les gens qui étaient, la plupart des gens qui étaient à Minute,
pigeait en plus au Crapouillot, où il y avait qu'un ou deux permanents. Le fameux numéro du Crapouillot où on révèle à l'époque Mazarine, enfin qui était un truc. Bon, là, la clé de voûte de ce numéro, c'était Serge. Ah oui, moi je pourrais vous en parler, j'ai longuement travaillé à ce numéro. Voilà. Mais c'est moi qui ai fait l'enquête sur le banquier secret de François Mitterrand, qui a fait saisir le numéro avant même la parution. C'est un truc hallucinant, quoi. Voilà. Mais donc, c'était... je sais pas, il y avait 5-6 étages. C'est un immeuble. C'était un immeuble. Non, parce qu'on imagine même plus que ça pouvait être. Le CE était bon ou pas, Emmanuel? Il y avait un bon CE? Non, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même important. Un bon CE, une bonne mutuelle. On était régulièrement... On avait... Le problème, je vais vous raconter l'histoire de Minute, c'est l'histoire, en fait, de la chute de ce qu'on pouvait appeler les journalistes nationaux ou nationalistes, quoi. Moi, j'y suis rentré, j'étais pigiste, mais j'y suis rentré en 83, si mes souvenirs sont bons. La première année, on avait genre 3 caisses de bouteilles de champagne par journaliste, quoi. On avait 36 bouteilles, bon. Et puis après, il y a eu deux caisses, une caisse, bon. Et quand j'étais à National Hebdo, on avait... Une bouteille. Non, on avait du vin, et à la fin, on avait une bouteille. Les croquettes en chocolat. Voilà, c'était un peu ça, quoi. Et c'est vrai que quand on sortait... avec le comité d'entreprise, c'était pas ça, on sortait avec les journalistes, etc. C'est sûr qu'on allait, je sais pas, au Don Camillo, on allait dans des grandes boîtes de nuit parisiennes. Parce que bien. Il y avait aussi un des trucs, c'est que à Minute, les gens étaient... il y avait pas mal d'échanges publicitaires en marchandises. Parce qu'ils avaient une rubrique. Il faut savoir que la rubrique gastronomique et spectacle était tenue par Couder, qui était un personnage très respecté, qui était membre du Parti Socialiste, et qui, quand Minute s'est arrêté, est passé, c'est lui qui dirige les pages gastronomiques du Nouvel Observateur. Donc il n'y avait pas ce genre de clivage. Bon. Et donc comme il y avait des échanges marchandises, on était tout le temps invités dans des super restaurants où on ne payait pas. Parce que c'était les échanges marchandises. Ils nous disaient, on vous prend une page de publicité, et en échange, on vous donne 15 repas, par exemple. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Donc... En plus, on aimait la fête, parce que je disais, comme Jean-François Devet avait été l'équivalent de Carmen Tessier ou de Philippe Bouvard dans les pages de Paris Presse l'Intransigeant. Il avait un côté festif, Devet. Et dans sa colère contre De Gaulle, il y mettait une part de fête aussi, quand même. Oui, donc ça retombait sur ses collaborateurs. Donc on travaillait avec des gros moyens, ça c'est sûr. On Ouais. travaillait avec des moyens, ça n'a rien à voir avec... On peut peut-être rappeler quand même que quand Devet a créé Minute, il a demandé à ses copains de lui prêter un peu d'argent. Et dans les copains, il y avait de mémoire Juillet de Réco, des Rothschild, Fernand Reynaud, des tas de gens qui après disaient « Oh, Minute est un drôle de journal ». Mais ils avaient amené leur pognon au départ par gentillesse pour Devet. Non, mais c'est un peu comme... mais oui, parce que quand il le crée, c'est pas pour ça. Un peu comme, par exemple, le Canard enchaîné, pendant longtemps, était purement un journal satirique. Et puis, avec Claude Angéli, dans les années 70, c'est devenu un journal très politique et très incisif, avec des enquêtes, ce qui n'existait absolument pas avant. Si vous prenez le Canard enchaîné il y a 40 ans, il n'y a absolument pas de révélation. Mais c'est des bons mots, c'est des contrepétries, des dessins, etc. Et Minute est un journal qui a évolué d'une manière en allant de plus en plus vers la politique. Mais la détermination de départ de Devet, il a quitté le confort de Paris Presse où il était le chroniqueur mondain, c'était de lutter contre la politique du général de Gaulle. C'était sa motivation première, de déglinguer de Gaulle. Devet, c'était son truc. Et ça lui a valu quelques soucis, puisque avant il vivait très confortablement, après il a eu des emmerdements qui vont avec l'antigaullisme. Et cette époque pour Serge, le rédacteur en chef, justement... Ah non, il n'était pas rédacteur en chef à cette époque-là, non. Il était... Non, il était... Au milieu des années 70, je parle. Au milieu des années 70, quand il quitte Pilote pour rejoindre Minute. Oui, alors il devient rédacteur, enfin il prend la tête des informations. Oui. D'accord. Et il devient rédacteur en chef, je crois, c'est en 79. Donc à l'époque, Minute, ça marchait moyennement, fort moyennement, et ils envisageaient plus ou moins d'arrêter Minute en 80, etc. Bon. Et arrive la victoire de la gauche, et il y a eu un épisode absolument extraordinaire, c'est que jusque-là, il faut comprendre que depuis 1958, c'était les gaullistes qui étaient au pouvoir en France. Bon, il y avait eu Giscard, mais c'était quand même les gaullistes qui étaient au pouvoir en France, qui tenaient les manettes dans les entreprises, à la télé, etc. Donc, par exemple, les élus, ils s'exprimaient où ils voulaient. C'était des chasses gardées. C'était un peu aujourd'hui, c'était
c'est les copains et les coquins. Bon, c'était c'était le SAC, c'était l'État RPR, c'était les grands scandales, la garantie foncière, les scandales immobiliers, les détournements de fric, en fait, etc. C'était un truc classique. À l'époque, c'est les marchés, ça s'obtenait en versant 5% en liquide, enfin bon, ou 10%. Ça se fait peut-être encore aujourd'hui en Grèce, par exemple, mais peut-être un peu moins en France. C'est un peu plus surveillé, quoi. Et mais à l'époque, c'était absolument pas poursuivi. C'était considéré comme tout à fait normal, quoi. Et donc, ces gens, donc d'abord, ils se sont pris une claque. Il y en a eu énormément qui ont été battus. Et ils n'avaient plus d'organes où s'exprimer. Parce que les journalistes, d'une part, il y avait quand même une petite épuration qui avait été conduite par les socialistes qui avaient besoin de placer dans les grands médias, à la télé, dans les radios, soit des journalistes communistes, soit des journalistes socialistes, et il y en avait quand même beaucoup à placer, plus tous ceux qui se sont révélés, donc ils n'avaient plus d'endroit où s'exprimer. Et à ce moment-là, ils ont commencé à donner des entretiens à minute, en particulier parce qu'il y avait Patrick Buisson. Voilà, qui depuis s'est mis au service de Nicolas Sarkozy. On pourra faire une émission sur lui, on ne va pas la faire ce soir. Et donc, Patrick Buisson, qui était un très bon journaliste, s'était fait accréditer à l'Assemblée nationale et Sénat. Et donc, il récupérait tous les gens qui voulaient s'exprimer parce qu'ils n'avaient plus d'endroit où parler. Bon. Et puis, par ailleurs, le pouvoir a été déstabilisé parce qu'ils ne pensaient pas être battus. Et donc, ils ont commencé à balancer des trucs à minute. Donc, il y avait par exemple Gaudin qui voulait prendre le contrôle de Marseille et de la PACA, qui n'arrêtait pas de balancer des dossiers sur Gaston Defferre. C'est pour ça qu'il y avait quasiment une édition spéciale Marseille, en plus de l'édition de Minute, parce qu'on faisait des ventes énormes là-bas. Bon. Et on est monté à 350 000 exemplaires. On n'imagine pas. On s'est payé l'immeuble avec les bénéfices. Les actionnaires se sont largement servis, mais ils ont eu de quoi, en 2 ans, de faire construire un petit immeuble à la Défense. Oui, quand même. Alors qu'Avenue Marceau, on était locataire. Voilà. Et donc, il y avait toutes sortes de dossiers qui arrivaient, qui étaient balancés. Il faut quand même être clair, quoi. Moi, je m'en suis rendu compte bon, j'étais jeune journaliste à l'époque, mais enfin, je travaillais aux enquêtes, donc j'avais des trucs comme ça. Et en 86, je crois, je suis devenu rédacteur en chef politique et enquête. Et donc, Patrick Buisson, qui avait pris la direction du journal, m'a emmené au ministère de l'Intérieur rencontrer Charles Pasqua, quoi. Et en disant à Charles Pasqua, c'est Emmanuel Ratier qui sera le correspondant pour les dossiers. Oui, les choses sont claires, là. Et c'était très très clair. Bon, et Charles Pasqua a dit, lui, jamais. Parce qu'il se trouve que j'avais écrit, quand j'étais à Valeurs Actuelles avant, j'avais fait un article assez incisif sur les amitiés de l'ami Pasqua. Corse et... On se méfie jamais assez. Je ne vais pas parler de la Pizza Connection, mais c'était plutôt une autre connexion. Et donc, qui a fait pas mal de bruit. Et donc, il a dit jamais lui. Ce qui fait ce qui s'était jamais passé dans l'histoire de Minute, c'est que ça a été quelqu'un qui était sous mes ordres qui obtenait les dossiers. Et moi, je n'ai jamais voulu y toucher parce que je leur disais à chaque fois, mais vous n'avez pas les éléments et vous aurez un procès. On s'est pris un maximum de procès. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que les dossiers s'étaient balancés. Et Minute a été utilisé pendant des années pour désamorcer des affaires. C'est-à-dire que Mazarine, je m'en souviens très bien, on a eu le dossier quasiment dès le début. Et on a eu le dossier parce qu'une fois que c'était paru dans Minute, on ne pouvait plus en parler ailleurs. Ça voulait dire que c'était un truc d'extrême droite, donc que c'était pas fiable, et donc ils l'ont balancé exprès à Minute. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans les livres, on dit c'est Paris Match en je sais pas quelle année, 10 ans après qu'ils le révèlent. Alors que dans Minute, on a publié 10 fois la photo de Mazarine à tous les âges, à mesure qu'elle grandissait, on obtenait des photos. Voilà. Je vous propose de faire notre première pause qui va nous permettre de réentendre Serge de Beketch, qui nous donne quelques conseils dans son libre journal sur Radio Courtoisie pour rétablir l'ordre civil. C'est un enregistrement de mars 2007, suite aux émeutes de la gare du Nord, où Serge de Beketch donne sa recette coup de poing pour le moins pour solutionner le problème.
tout est lié. Il y a une chose moi, qui m'a toujours paru quand même un paradoxe invraisemblable auquel personne ne semble sensible, c'est que on nous dit la France est protégée par son bouclier nucléaire. Hein. La France est protégée par la doctrine de la dissuasion. Alors je voudrais qu'on m'explique comment un président de la République qui détient le feu du ciel peut envisager de vitrifier une ville et demie de 5 millions de personnes, et de 5 millions de civils qui n'ont rien à voir avec éventuellement une attaque surprise contre la France, alors qu'il n'est pas capable d'envoyer faire couper en deux un type qui a violé 3 enfants avant de les assassiner. Et là, on est dans le même ordre d'idée. Comment voulez-vous demander à des gendarmes, à des gardes mobiles, à des CRS ou à des policiers de remettre de l'ordre? Alors, comment ils vont faire? Ils vont aller voir les gars en leur disant, écoutez, nous serions extrêmement obligés, avec tout le respect que nous vous devons, de bien vouloir cesser de balancer des pots de fleurs de 25 kilos du 4e étage, parce que vous risqueriez de porter atteinte à l'intégrité physique de certains de nos confrères ou certains de nos collègues, ce qui nous engagerait à peut-être être obligés d'entamer des poursuites contre vous. Voilà, c'est comme ça qu'on croit qu'on va rétablir l'ordre. C'est coup de pied dans le cul que ça se rétablit l'ordre quand on en arrive à ce niveau-là. De retour sur Méridien Zéro pour cette émission consacrée ce soir à Serge de Beketch. Nous en étions restés donc à Serge de Beketch, rédacteur en chef de Minutes, qu'il quitte en 1986 pour devenir responsable de la rédaction de National Hebdo à la demande de Jean-Marie Le Pen. L'amitié entre Jean-Marie Le Pen et Serge de Beketch, Marquis? Tumultueuse. Enfin, au départ, une relation très, très aimable, et puis après, ça devient un peu tumultueux quand... Parce que on n'arrive pas à National Hebdo par hasard. Je veux dire, là, on part de plein pied dans le journal militant de parti. Absolument, mais là, c'est une période où là, moi, je ne suis pas très ferré. Hein. Alors, ce qu'il y a eu, c'est qu'en fait, en 86, Jean-Marie Le Pen a proposé à plusieurs journalistes de Minutes, dont Serge, je crois à Patrick Buisson et à d'autres, d'être candidats pour le Front National sur les listes électorales, sur les listes départementales, puisque les élections se faisaient à la proportionnelle. Et ce qui est évident, c'est qu'il y a un certain nombre... ils auraient été très bien placés, et donc ils auraient été élus députés. Il y en a eu plusieurs élus députés, et puis finalement, à l'époque, le journal marchait bien, il fallait effectivement franchir le pas, et donc Serge, mais tous les gens à qui Le Pen l'avait proposé, ont finalement refusé. D'accord. Il y avait Serge député, ça aurait été grandiose. Oui, mais... Ça a été quelque chose. Hein. Oui, mais enfin, on a bien eu Hollande, hein, oui, donc, qui était quand même un personnage haut en couleur. Tout à fait. Et puis ce qu'il y a, c'est, faut bien comprendre, on va pas parler de toute l'histoire de Minutes, mais Serge à l'époque, il était très très impliqué, en fait, depuis déjà plusieurs années, dans Radio Solidarité. Oui. Bon. Et Radio Solidarité, dont on parle peu aujourd'hui, Radio Solidarité, c'est l'ancêtre de Radio Courtoisie. Et il faut savoir que la fréquence de Radio Courtoisie est détenue toujours aujourd'hui par le CDARS, ça paraît au journal officiel au moment des renouvellements, qui est le comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité. Radio Courtoisie n'a pas de fréquence en tant que telle, c'est le CDARS qui fait allusion à Radio Solidarité. Radio Solidarité, c'est une radio qui s'est montée en 81, qui met sur son bon, avec Bernadette Bémer, fille de plomb, dite d'Angevilliers, qui dirigeait la section CFT à l'ORTF, c'est les syndicats jaunes. Et Serge faisait, moi j'y suis allé plusieurs fois, faisait du live. Il tenait le micro pendant 4 heures. C'était hallucinant. Et je dois dire que, il négligeait un peu. On pourrait dire, je ne veux pas dire qu'il négligeait Minutes, mais enfin, ça roulait, quoi. Bon. Et quand il partit, il recommençait une autre journée. Et il était très impliqué. En fait, il avait découvert la radio, il adorait. Et ça lui permettait de sortir de l'univers purement politique. Il invitait énormément de gens. Enfin, il avait un carnet d'adresses qu'il a augmenté, en plus. Et donc, il était très, très impliqué dans Radio Solidarité. Et en fait, Radio Solidarité a explosé en
86. Ouais, la création de Courtoisie, c'est 87. Voilà, Ça, donc en fait, ça pète en 86. En fait, il y a une opposition qui apparaît, pour être très clair, entre, au minimum, la droite de conviction et le reste. C'est-à-dire la droite de conviction dans laquelle on peut inclure Griotteret, par exemple, D'accord. qu'on va retrouver à Radio Courtoisie. Ouais, des gens comme ça, bon, qui sont encore inclus dans la majorité, qui sont dans la droite, la droite parlementaire, plutôt libérale, quoi. Et les autres. Et une fois que le pouvoir est redevenu chiracien, une fois que le pouvoir est devenu chiracien et qu'ils ont à nouveau le contrôle des télés, ils n'ont pas l'intention de laisser une radio libre. Ils sont très inquiets de la montée du Front National et donc ils veulent absolument pas laisser la radio à des gens qui sont considérés comme hostiles au pouvoir en place. Bon. Et donc ça pète. Et donc, ils vont monter à ce moment-là. Et Serge va être vraiment l'âme de cette affaire, parce qu'on parle toujours de Jean Ferré, mais il n'y a pas du... Je suis désolé, c'est pas Jean Ferré qui a été à l'origine de la... Il est intervenu, mais c'est Serge qui a fait l'essentiel du travail. C'est vraiment le déclencheur. Et c'est ce qui a abouti à la naissance de Radio Courtoisie. Alors donc, voilà. Donc en fait, il est et là, c'est vrai que qu'il est plus impliqué politiquement, vous voyez. Bon, donc ça peut parfaitement expliquer. Bon, en plus, il était rentré en conflit à minute avec Patrick Buisson, qui avait pris la direction de la rédaction. Il était opposé, donc il part et il passe à National Hebdo. À National Hebdo. En plus, parce que je crois que ça devait être Roland Gaucher qui devait toujours être le directeur. Bon, mais ils avaient besoin quand même. Bon, c'était le Front National marchait très très bien à l'époque, et donc il fallait. Ils étaient en kiosque, en couleur, etc. Minute était totalement en perte de vitesse parce que. Je vous passe les détails, mais il y avait eu une crise, il y avait une minute concurrence qui s'était créée. Normalement, etc. dans le milieu, c'est une scission, ou un poupouche. Oui. Mais là, ça avait été grave parce que le tirage, à l'époque, avant que ça pète, on vendait à 150 000 exemplaires, et 6 mois après, on vendait à 40 000, quoi. Donc on avait perdu, ils n'ont jamais été retrouvés. Voilà. Oui, c'est logique avec ce que vous expliquiez tout à l'heure sur le fait qu'à un moment, Minute, avec leur tour de la droite, même chiracienne au pouvoir, de fait, c'est vrai que Minute perdait aussi de son intérêt. En tant qu'instrument, elle devenait moins intéressante. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc on l'a eu 1987, donc c'est la création de Radio Courtoisie. Donc Serge restera pendant plus de 20 ans donc, en tant qu'animateur et patron d'émission. Il faut se souvenir, il intervenait, le marquis peut en parler, c'était 3 heures toutes les semaines. C'était, parce que les fondateurs, les premiers animateurs, Jean Ferré, donc c'est Lesquin qui a repris son émission, c'était le lundi, 3 heures. Et d'autres il y a quelques personnes qui ont des émissions, je crois que c'était les seuls, c'était Serge, qui avait 3 heures toutes les semaines. Serge et Ferré. Bon, puis il y en avait d'autres du style, après, qui se sont agglutinés comme Anne Brassier, mais qui avaient qu'1h30 dans la journée, quoi. Mais c'est énorme pour tenir 3 heures toutes les semaines. Enfin, surtout, Serge avait des méthodes un peu particulières, on va peut-être en parler. Parlons des méthodes. C'est-à-dire que c'était... Je ne sais pas si c'était l'empirisme logique cher à Charles Maurras, mais c'était la théorie du bordel, du bordel ambiant quand même. Oui, non, mais c'était il invitait, je disais toujours, on peut le citer, mais il y avait, parce que c'est un ami, c'est Jean-Pierre Rondeau qui était un intervenant extrêmement, qui est un homme un conseiller financier qui est place de la Madeleine, quelqu'un de sérieux, etc., qui se donnait le mal de préparer des interventions sur les questions économiques et financières, qui était là pratiquement à chaque émission, et au moins une émission sur 2, il ne pouvait pas placer un mot. Parce qu'il y avait un type qui était venu parler des soucoupes volantes qui captivait Serge. Je peux te dire que Serge m'avait dit, écoutez, on va faire à la radio ce que vous faites dans le journal. On pourrait faire vraiment une rubrique de mondanité, un truc people, toutes les semaines. On va faire 6-7 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme musique d'ouverture, un machin qui dure 45 secondes, etc. On l'a fait une fois. Et puis après, c'était fini. Mais c'était l'âme slave. Et quand on lui disait, Serge, c'est le bordel, quand même. Écoutez, je suis russe, hein. Bon, voilà. Et c'est vrai que il y a des jours, on arrivait au studio, on était tous les trois, Goffman, lui et moi, il savait plus qui il avait invité.
ou est-ce qu'il avait invité quelqu'un, ça s'arrangeait toujours. Et puis une autre fois, on arrivait dans le studio, il y avait 25 personnes, parce qu'il y en a un qui l'avait emmerdé dans un endroit, il avait dit écoutez, venez me voir à la radio, l'autre venez quand vous voudrez. Et puis ils arrivaient tous en même temps. Il gérait tout ça. Puis, alors attendez, je vais vous lire. Oh mince, je l'ai laissé là-bas, je ne trouvais plus de papier. Enfin, c'est extraordinaire. Et c'était à l'écoute un bordel fabuleusement sympathique. À l'écoute, on ne se rendait pas compte qu'il avait perdu le papier, qu'il ne savait plus où il avait mis un truc. Et s'il y avait toujours des calipettes comme ça, c'était extraordinaire. En fait, après, c'est devenu véritablement l'originalité de son émission. Enfin, oui, mais il ne le faisait pas exprès quand même. Non, mais c'était comme ça, quoi. Parce que moi, j'ai en souvenir des soirées, des moments comme ça, que ce soit avec des gens comme Hollande ou d'autres, qui restent des moments d'anthologie, quoi. Absolument. Et alors, ce qu'il aurait fallu, malheureusement, bon, là, c'est valable pour tout, comme ici, on ne pouvait pas voir, mais il y avait les rires contenus, c'était très difficile. Il y a des moments de continuer à dire un mot parce qu'on était plié en quatre. Parce que Serge, en plus, faisait des mimiques. Et un type disait un truc, il faisait pas de commentaire, il me regardait, puis il machin. Puis une allusion qui ne pouvait concerner, il y en a que 3 qui pouvaient comprendre. J'ai remarqué, on ne voit. Dites-vous bien que là, vous nous le montrez, mais on ne le voit pas ce que vous faites. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, je crois que c'est ce qui plaisait aussi aux auditeurs, c'est qu'on sentait que dans le studio, les gens s'intéressaient quand c'était un sujet sérieux, et qu'on savait aussi s'amuser, et que ça sortait vraiment du studio. Et puis c'était du direct. C'était du direct. Et quand on croise les gens aujourd'hui, ils vous disent qu'est-ce qu'on s'est amusé. Alors, cette aventure de Radio Courtoisie, quand il la démarre en 87, il a quoi comme idée? Il se projette? Il voit quoi C'est la suite de Radio Courtoisie. C'est la suite de Radio Solidarité. Oui, il fait la même chose. Avec le but d'intéresser les gens. Puis ça a mordu. Puis voilà, après c'est parti. Et puis bon, ce qu'il y a eu, c'est qu'il est... Enfin, je me souviens plus quand, mais il y a un moment, il a plus pu assurer le rythme. Mais oui, il faut les préparer, parce que les émissions. donc il avait délégué des émissions, notamment à Lugan. Oui. Par exemple, les séries d'histoire sont nées comme ça. Hein. Oui, absolument. Le trio Lugan, Vénère, Conrad, ils sont nés parce que il leur a donné un mercredi sur 4. Bon, il y en a eu d'autres. À une époque, il y a eu Romain Marie. Il y a eu des gens comme ça. Quand il pouvait pas être là, il laissait son émission. Mais moi qui anime une émission de 3 heures, d'ailleurs, qui suis dans le créneau du mercredi, donc on repasse toujours sa musique. C'est comme on sort vidé quand même au bout de 3 heures. Hein. C'est surtout, oui, enfin ça dépend, parce que si on fait une émission, je ne vais pas être critique, mais enfin, niant, pas dynamique, etc., c'est sûr, on peut sortir en bonne santé. Mais dès qu'on veut un peu se donner, etc., c'est plus... Bon, je sais, là, je vais avoir une émission sur Céline prochainement de 3 heures. Ça va être fatigant, intéressant. Voilà, c'est évident. C'est ce genre de truc. Bon, et Serge, il était... Bon, en plus, il a été quand même malade assez rapidement. Voilà. Et donc, ça se sentait, quoi. Et au niveau des collaborateurs de l'émission, il s'est très vite entouré d'une équipe qui est restée. Comment ça s'est passé? Il n'y avait pas d'équipe. Non, il y avait des foucades. Voilà. Mais sinon, il y avait trois personnes, lui, Goff et moi. Mais oui, mais même pas. Mais après, parce qu'en fait, c'est après qu'il. Ah oui, bien sûr. C'est après qu'il ait quitté National Hebdo, après il a redirigé Minute, qu'il ait quitté Minute. Et ça, c'est quand il a, après avoir créé le Libre Journal. Quelle année le Libre Journal? Le Libre Journal, en fait, c'est à la suite de son départ de Minute en 93. Oui. Voilà. Puisqu'en fait, il retourne à Minute en 90, c'est Serge Martinez, qui rachète le journal. Qui revenir. Il lui confie donc le directeur de la rédaction. Et puis, il y a un changement de direction en 93, justement, et il est démis de ses fonctions parce qu'on le jugeait trop engagé. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'il crée, donc, avec sa femme, Daniel. C'est Gérald Penciolelli qui avait racheté le journal. D'accord. Et je vous raconte, si vous voulez, le déjeuner de création du Libre Journal. Avec plaisir. Parce que moi, j'avais noté la missive, la lettre et les termes qu'il employait, mais je préférerais vous entendre en parler, justement. Alors déjà, il avait demandé à son épouse de préparer un déjeuner gaulois dans leur petite maison du 19e. C'était le 19e, la petite maison. Oui, il était dans le 19e. Je ne sais plus si c'était le 19e ou le 20e. Enfin c'était au but de Chaumont. Voilà. Et il avait demandé à tous ses anciens collaborateurs, pas tous, à une grosse partie des anciens collaborateurs de Minute de venir à ce déjeuner. Alors, on a commencé à déjeuner, et à un moment, il a dit, il faut vraiment que je vous dise quelque chose. Si vous êtes là, c'est que j'ai plaisir à vous lire. Alors, moi, d'un seul coup, c'est comme si on m'avait donné le prix Nobel. Mais enfin, bon. Et après, il a dit, voilà, sous l'impulsion de mon épouse, comme dans le fond, je suis un électron libre dans la presse, je vais créer mon propre journal, comme ça, je serai tranquille. Alors, c'est une bonne idée, Serge, tout ça, bon. Et il dit, alors, je vais vous montrer la qualité du papier. Alors, il cherche, il ne retrouve plus rien.
rien, bien entendu. Bon, et il dit, on va l'appeler le libre journal de la France courtoise, par rapport à la radio. Et il annonce tout de suite, alors je vais essayer que ça marche bien, comme ça, moi, je me paierai, mais vous, si vous travaillez avec moi, je vous préviens, vous ne serez jamais payé. Et c'était un homme de parole, il a tenu parole jusqu'au bout. Mais ça a commencé comme ça. Et d'un seul coup, je ne vais pas dire les noms, mais il y a 2-3 types qui travaillaient à Minute et qu'il avait fait rentrer à Radio Courtoisie, qui d'un seul coup avaient rendez-vous, se sont barrés et ne sont restés dans le fond que ceux qui avaient vraiment envie d'être avec Serge. Et le canard, il est parti comme ça, quoi. Voilà. Alors c'était un rythme horrible. Oui, Parce que le décadère, c'est un truc impossible. c'est tous les 10 jours. Ah, pourquoi Décadère, justement? Bon, je sais pas. Parce qu'il C'était était, comme ça. parce qu'il était révolutionnaire. Oui, c'est compliqué tous les 10 jours. Non, c'est parce que je sais, vraiment, je sais pas. Mais il voulait pas faire un hebdomadaire. Oui, c'est ça. Non, c'est-à-dire il considérait qu'il y avait des hebdomadaires, des quinzomadaires, Ah, oui, des il fallait mensuels. trouver autre chose, quoi. Il trouvait autre chose, donc il s'est dit 10 jours, mais c'était du délire. Moi, j'habitais à côté de chez lui, donc je passais souvent le voir. Et c'est un travail de Romain. Ouais. de Romain, enfin de soutien, on est toujours là. Mais c'est un peu comme, comme le canard enchaîné, quoi. C'est-à-dire que c'était un fouillis monstrueux avec tout était dans l'ordinateur quand même. Et en fait, ça se décidait, ça se montait Le jour, dans les dernières 48 heures. des voilà. fois, c'est les derniers 3 quarts d'heure même. Voilà. Mais non, mais c'était ça, quoi. il faut souligner quand même qu'au départ, Serge a eu un peu de mal à avoir des signatures. Et quand son journal a commencé à marcher, alors là, l'épiscopie sont arrivés en courant. Hein, et là, il a fallu trier. Alors, ce qu'il avait eu, il a eu Brignot. Bah oui, ça a aidé. Voilà. Ça, Donc considérablement. Brignot, ça l'avait beaucoup aidé. Parce que Brignot, c'était Bah oui, c'est la le phare. une des grandes C'est la plumes, grande grand plume, polémiste oui, bien de Minute. Après, il avait été à National Hebdo. Oui. Et donc, il a aidé Serge. Ah oui, et puis il l'a fait vraiment volontiers. Enfin, Voilà. il s'est pas fait prier. Et puis après, alors, Mais je crois qu'il l'a aidé quand même après, parce que c'est après la crise. Hein. Oui, bah, c'est là qu'il est revenu et que Serge lui a donné une double page. Ce qui a Voilà. relancé un peu. Parce qu'en fait, ce qui a eu un épisode important, c'est quand il y a eu la crise au front. qui a abouti à la scission, avec le départ de Bruno Maigret et des cadres, quoi. Voilà. Et là, on a perdu des lecteurs, on n'en a pas gagné. Oui, mais ça, c'est comme d'habitude. Ah oui, non, ça. Et donc, Serge avait pris très, très nettement position C'était clair. en faveur de Bruno Maigret, quoi. Donc ça l'a pas fait. Quoi. Donc, il s'est fâché avec Jean-Marie Le Pen. Ouais. Bon, je raconterai pas tout, mais enfin, l'épisode... on avait fait un dîner de la presse nationaliste chez Serge de Beketch, donc place Franz Liszt, là, en face de Saint-Vincent-de-Paul. Dîner somptueux, d'ailleurs, parce que c'était toujours somptueux chez lui. Et il y avait François Brignot, il y avait Jean-Claude Varane, directeur de National Hebdo, il y avait Jean Madiran, directeur de Prémont, Camille Gallic, directrice de Rivarol, Claude Giraud, directrice de Mondévy, moi qui dirigeais déjà Fait Documents, lui, et Martin Pelletier pour National Hebdo. Jean-Claude Varane ne devait pas être là. Et ça s'est très très mal passé et ils ont vraiment failli en venir aux mains, pour ne pas dire plus. Et la rupture a été consommée ce soir-là. Avec les bouteilles. Voilà. Et Jean-Marie Le Pen avait été avait été très clair ce soir-là, en disant qu'il ne se laisserait pas faire par Bruno Maigret, etc. Et ça se déroulait un peu moins entre 15 jours et 3 semaines avant la scission, quoi. Et il y avait toutes sortes plusieurs personnes étaient intervenues en disant mais non, c'est pas possible, il faut que vous entendiez, c'est très grave pour le mouvement national, etc. Et Jean-Marie Le Pen avait dit c'est hors de question, je vais les virer, voilà, quoi. C'était dans l'air, c'était vraiment plus que c'était à l'air, tout le monde sentait que ça allait exploser, quoi. Donc la soirée était particulièrement électrique. Ouais. Et donc il s'est fâché et je me souviens, de toute façon, Brignot avait dit, je sais pas si c'était ce soir-là ou s'il l'a dit juste après, mais il dit de toute façon, j'ai déjà été brouillé avec Jean-Marie Le Pen, on s'est réconcilié, mais là maintenant je suis trop vieux, je me réconcilierai pas avec lui. Et d'ailleurs il s'est jamais réconcilié avec lui, voilà, quoi. Et là, le journal a tangué, là. Le journal a tangué, là. C'était...
Voilà. Le choix de Serge de Beketch par rapport à la scission, donc par rapport à Maigret, c'était sur ce qui est reproché quand même souvent à Jean-Marie Le Pen, sur le fait d'avoir senti que, en fin de compte, il voulait pas le pouvoir, ou il voulait pas gagner, ou c'était sur la qualité des hommes autour de Bruno Maigret? Non, c'est plus complexe que ça, quoi. Bruno Maigret, il était très intelligent pour flatter les gens. Jean-Marie Le Pen, il était plus brutal, et puis il avait quand même tendance à considérer que, en fait, on vivait sur le dos du Front National. D'ailleurs, je me souviens, il l'a dit au cours de cette soirée-là, et les gens l'ont très mal pris, quoi. Et Jean Madiran avait dit, mais c'est scandaleux, puisque de toute façon, moi, j'ai pas attendu le Front National pour monter présent, quoi. Oui. Pour être très clair, j'ai été le seul journaliste qui ne soit pas fâché avec Jean-Marie Le Pen, et tous les autres ont pris position, quitte à revenir par la suite, mais tous ont pris position en faveur de Bruno Maigret, sauf moi. C'est-à-dire qu'à l'époque... Moi, j'ai considéré que les intellectuels avaient toujours tendance à perdre, et donc il fallait les rester avec les ouvriers, on avait plus de chances de gagner. Parce que c'est très très clair, hein. Moi, j'ai fait une analyse politique. 95% de mes amis du Front National sont partis à ce moment-là chez Maigret, quoi. J'aurais dit, vous faites une erreur énorme, vous ne pouvez que perdre. Enfin bon. Non mais Ça mériterait une autre émission. voilà. Bien. On va faire notre deuxième pause musicale. Je vous propose un moment particulièrement savoureux, un extrait d'une émission donc, du Libre Journal, où Serge commente un petit peu la poésie des banlieues en reprenant les paroles de certains groupes de rap, et ça vaut son pesant de cacahuètes pour le moins. Je vous laisse apprécier. On parlait tout à l'heure vraiment du propos inacceptable qu'a tenu M. Sarkozy en parlant de la racaille. C'est vrai que c'est intolérable, enfin il faut bien le reconnaître. Et je dis qu'il aurait peut-être pu demander des conseils en matière de communication et surtout de courtoisie aux fins poètes élégiaques dont les textes meublent les musiques des rappeurs. Régal des amateurs. Alors, il y a une petite compilation. J'appuie sur la gâchette du groupe Nick ta mère, qui est quand même dans la série des troubadours élégants. C'est bien. Confiance en qui? La police, la justice, tous des fils de pute. Corrompus dans l'abus, ils puent. Je préfère faire confiance aux homeboys de ma rue, vu. Pas de temps à perdre en paroles inutiles. Police, machine décervelée, mandatée par la justice sur laquelle je pisse. Voilà. Chanson, alors groupe 113. Je crie haut, je baisse votre nation, l'uniforme bleu. Depuis tout petit, nous haïssons. On remballe, on leur pète le fion. Dans la file, ça va péter. Du commissaire au stagiaire, tous détestés. À la moindre occasion, dès que tu peux, faut les balayer. Bas les couilles, les porcs qui représentent l'ordre en France. Faut arrêter le journalisme, passer à la musique. On a gagné du pognon, là. Nique le système. Sniper, nique le système. Niquer le système, ils auront le feu car ils ont semé la haine. Qu'on les brûle, qu'on les pende et qu'on les jette dans la Seine. Il y a des soldats, des vrais guerriers dans le ghetto. J'aimerais être dans la peau de ce flingue, tenu dans la main d'un beurre qui verrait caler Le Pen. La France de Sniper. Pour mission exterminer les ministres et les fachos, la France est une garce et on s'est fait trahir. On nique la France sous une tendance de musique populaire. Les frères sont armés jusqu'aux dents, tous prêts à faire la guerre. Faut que ça pète. Frère, je lance un appel, on est là pour tout niquer. La France aux Français, tant que j'y serai, ça sera impossible. Leur laisser des traces et des séquelles avant de crever. Faut leur en faire baver, là, la seule chose qu'ils ont mérité. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. J'aimerais les faire pendre. Notre seul souhait désormais, c'est de nous voir les envahir. Ils canalisent la révolte pour éviter la guerre civile. Salif. Extrait d'une chanson de Salif. C'est vraiment élégiaque, hein. Ah, c'est élégiaque. Allez-y, lâchez les pites. Cassez-les vite, quoi, rien à foutre. De toute façon, en face, c'est des flics. C'est l'unité Renoir, Rebebab, tout, ouais. Mais si on veut contrôler Paris, tu sais, ça sera tous ensemble. Ça y est, les pites sont lâchées, les villes sont à chier, les vides sont cassées, les keufs sont lynchés. Enfin, ça soulage, faut que Paris crame. Le soir, à mort Le Pen, on redémarre la guillotine pire qu'à Djibouti. Poitiers brûle cette fois. Pas de Charles Martel, on vous élimine puisque c'est trop tard, la France pète. J'espère que t'as capté le concept. Flirte avec le... C'est pas drôle. Flirte avec le meurtre du ministère amer.
Je continue. J'aimerais vous voir brûler Paname au napalm sous les flammes façon Vietnam, tandis que sur ton espèce galope ou 24 heures par jour, 7 jours par semaine, j'ai envie de dégainer sur les faces de craie. Dommage que ta mère t'ait rien dit sur ce putain de pays, à me tirer ma carte d'identité avec laquelle je me suis plusieurs fois torché. Ce sont des Français. Vous êtes sur Radio Mais ce Courtoisie, sont 95.6. ces jeunes sont français, on ne peut pas. Comme dirait, les cartes d'identité. Comme dirait Paul-Marie Couteau. Mais ces jeunes sont français, on ne peut pas les exclure de la nationalité Il faudra française. envoyer de l'anneau et nique ta mère. Nique ton mère. Serge, reposez-vous un instant. Est-ce que vous avez monsieur Il en R reste une. et son ami Besancenot Là, alors j'essaye pas de rivaliser avec vous, hein, bien sûr. Mais la France c'est une garce. N'oublie pas de la baiser jusqu'à l'épuiser comme une salope. Il faut la traiter, mec. Voilà. N'oublie pas qu'ici c'est chez nous. Et alors on termine avec Fabé, l'impertinent. C'est vrai que c'est une impertinence incroyable, vous allez voir. C'est tout à fait impertinent. C'est physique, biologique. Au bleu, blanc, rouge, je suis allergique. Je leur en fais baver ces navets. Je peux les baver. La vie est une manif, la France une vitre et moi le pavé. Alors, vous comprenez, quand après on vient dire, oui, vous comprenez, monsieur Sarkozy, n'est-ce pas, exagéré en traitant ces gens-là de racaille. Moi, vous voulez que je vous dise que c'est ces gens-là? C'est de la merde. C'est pas de la racaille, c'est de la merde. Ça se traite pas au Karcher, ça se traite au lance-flamme, des gens comme ça. Bravo. Voilà Serge. ce que je pense. Bravo. monsieur de Becquet. Vous n'êtes pas seul. Ta mère, nique ta Vous mère. n'êtes pas seul. De retour sur Méridien Zéro pour cette émission consacrée ce soir à Serge de Beketch. Je voulais rappeler un petit épisode aussi, 1995. Serge est appelé au poste de directeur de communication de la mairie de Toulon. Voilà, donc c'est une petite parenthèse, mais qui était peut-être intéressante à signaler, qui nous permettra de parler un petit peu du personnage, de son caractère, de son tempérament. Marquis, vous allez pouvoir nous en dire deux mots. Écoutez, moi j'ai retenu une chose déjà, c'est ça l'arrangeait d'aller à Toulon parce qu'il avait quand même quelques difficultés. On vient d'évoquer que c'était pas un journaliste facile à caser, mais déjà il était assez désespéré d'être à Toulon parce qu'il n'était pas près de sa femme. Et ça, faut le souligner, Daniel de Beketch a énormément compté dans la vie de son mari. Et puis, il a commencé à avoir des misères de santé à Toulon. Et puis après, alors, je ne connais pas trop les détails, il n'a pas dû être tout à fait obéissant. Déjà, Serge paré du titre de directeur, moi, ça m'a toujours un peu amusé. Et c'est là que vous voulez peut-être que je vous dise aussi... Voilà, c'est parce qu'on parlait juste à l'instant, un peu hors antenne, on parlait du personnage, sa rectitude et à la fois son non-conformisme. Voilà, moi ce qui m'a séduit chez lui, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui correspondait à ce que je crois en matière la France, Dieu, la monarchie, enfin bon, tout ça en béton, et acceptant quand même d'en discuter, mais ça peut donner l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est dans le fond borné quand on a des piliers comme ça bien précis. Or, en réalité, Serge était totalement anticonformiste et avait une telle charité qu'il acceptait même de supporter des choses qui lui paraissaient insupportables pour lui. Et je vous l'ai dit aussi hors antenne. À un moment, moi, je me suis posé la question, puis on a ri quand j'en ai parlé. Je lui ai dit, Serge, je crois que vous m'aimez bien parce que je représente tout ce que vous détestez. Et il m'a dit, oui, mais j'ai beaucoup réfléchi. Voilà. D'accord, c'est qu'on pouvait aborder en fait tous les sujets, ça ne posait aucun problème. Sans aucun problème. Mais il fallait pas évidemment cracher sur le bon Dieu ni sur la France, on est bien d'accord. Sur la République, oui, sans problème. Mais pour tout le reste, on pouvait même le faire varier si on argumentait. C'était quelqu'un quand même très ouvert. D'extrêmement ouvert. Bon, je donnerai juste des exemples parce que c'est moi qui ai fait l'intermédiaire pour. À l'époque, j'avais pas d'émission, donc je pouvais pas les inviter, mais donc je venais souvent avec Serge. Et donc c'est moi qui ai fait venir Dieudonné. Oui, voilà. Qui est venu, une des rares apparitions qu'a fait Dieudonné à Radio Courtoisie, c'est moi qui événement quand même. C'est pas rien. Oui. Et si mes souvenirs sont bons, ça doit être la première émission qu'il y a eu Alain Soral. Si mes souvenirs sont bons, oui, à Radio Courtoisie, c'était avec Serge. Bon. Mais Serge, il rencontrait quelqu'un qui n'était pas de son avis. Il lui disait, c'est pas grave, vous venez. Mais bien sûr, on va discuter. Bien sûr. On s'engueule en direct. Non, mais voilà, c'est voilà, tout à fait bien. Alors, il y a eu juste une anecdote, parce que ça s'est mal passé, parce que le chevalier n'a pas été correct avec Serge. Il lui avait promis un certain nombre de choses au niveau du salaire, du logement, etc., que Serge n'a jamais pu, donc il est fini par repartir. Mais on peut dire qu'il a mis un peu de cette espèce de dynamisme, voire plus. Il a un peu dynamité la mairie. Oui, oserais-je dire à l'époque. Voilà, un côté très rock'n'roll. Il y avait des journalistes qui avaient demandé, je crois, être accrédités pour je ne sais plus quelle manifestation, etc.
Et il leur avait envoyé une carte de visite. D'ailleurs, ça devait être à Charlie Hebdo. Ça a été reproduit. On a dit vous êtes des ordures. Un truc comme ça. C'était en gros, c'est vous êtes des ordures. Où tous les journalistes de Charlie Hebdo sont des ordures. Vous n'aurez pas accès à la salle de réunion. Pour ça, il y a les éboueurs. Voilà. Grand diplomate. C'était comme ça. Bon, alors évidemment, ça avait fait un scandale. Voilà, c'était le genre de choses. Bon, mais il fallait le prendre sur le ton de la plaisanterie, quoi. Voilà. Alors on a dit ah là là, mais regardez, c'est les fascistes, etc. Bon, voilà. Effectivement, ça peut C'est comme à côté, il avait une grande amitié pour les fascistes, pour le fascisme. Il adorait il était très ami avec un certain nombre. Moi, j'ai déjeuné avec lui à plusieurs reprises, avec des exilés italiens de mouvements nationaux révolutionnaires italiens qui avaient été obligés de s'exiler en France pour pas aller en prison en Italie. Il y avait le portrait de Mussolini dans son bureau. Voilà, et on se retrouvait c'était dans le passage des Panoramas où il y avait un restaurant qui était tenu par des exilés italiens. Voilà, il cachait pas un certain nombre d'amitiés. C'est vrai, il y a un beau portrait de Mussolini dans son bureau. Oui. Place France-Litz. Oui. Voilà. Mais il y avait des portraits d'autres gens. Oui, de Grelle. Je voudrais revenir un instant quand même sur le Libre Journal, la version papier. Le travail, on l'a évoqué un petit peu, ça se passait de manière toujours très anecdotique. Au niveau des plumes, des gens qui ont collaboré, ça fonctionnait comment pour les articles ? Les gens envoyaient leur papier, Serge les lisait, coupait un peu, arrangeait, et puis après, Goffman et moi, alors là, on vérifiait l'orthographe, les machins, et puis après, on faisait le montage du journal, on faisait le chemin de fer, comme ça, tranquillement. C'était tiré à combien d'exemplaires ? Ouais, j'allais poser. Je me souviens plus à la fin. La grande époque. Plusieurs millions ? Ah non. Non, je sais pas, allez, on va dire un peu plus de 5000 abonnés, mais ça a toujours tourné autour de ça, non ? À peu près, Mais c'est incroyable que ça ait duré aussi longtemps quand on voit les affres et les difficultés dans lesquelles se débattent les différents journaux de la mouvance depuis si des années. Si vous ne payez pas les gens, ça vous pose déjà moins de problèmes. Ouais. Mais je crois que malgré tout, ça a laissé quand même pas mal lorsque Serge est parti, le journal était quand même assez mal en point. Non, c'est pas que le journal était mal en point. Ça, c'était typique de Serge. On va en parler parce que je ne sais pas si la question a déjà été abordée. Mais Serge, qui était malade, il faut le rappeler, qui était miné par la maladie, mais qui était miné en plus par les soucis financiers, parce que la maison qu'il avait s'était en partie écroulée, était devenue inhabitable. Alors donc très intelligemment, il avait dit « je ne rembourse plus mes prêts ». Donc la maison a été saisie, et donc il devait continuer à rembourser ses prêts, il n'avait plus de maison. Donc c'était un truc formidable. Ça, c'était tout Serge, quoi. Et puis Serge, les papiers l'ennuyaient. Alors il avait eu un épisode d'ailleurs qui l'avait beaucoup marqué psychologiquement, c'est quand il avait été interpellé. Bon, pour un article, je crois à propos du vaguement révisionniste. Et la justice avait exigé qu'il donne le nom du signataire, il avait refusé. Et donc ils ont fini par, je sais pas, il a dû se refuser de se rendre, je me souviens plus, à la réunion, la rencontre avec le juge, etc., la convocation. Donc il s'est fait embarquer par des flics. Après il a été fouillé à corps. Il a été fouillé à corps, fouille rectale. Ouais. Enfin, il a eu droit à tout. Ça l'avait beaucoup marqué, quoi. Et donc il détestait. On peut pas tout raconter, il faudrait 10 heures, je me rends compte aussi. Mais il était pour les médecines parallèles, Beljanski, le G5, pas le G20, mais le G5, la silice liquide. Enfin, il y avait toutes sortes un peu du luberlu parfois qui venaient, mais aussi des gens de médecine traditionnelle intéressants. Bon. Des gens dangereux. Et donc, il reçoit le renouvellement de commission paritaire. Donc, il faut faire un dossier pour renouveler sa commission paritaire. Il ne fait pas le dossier. Et un jour, il reçoit une lettre de la commission paritaire lui disant « Vous n'avez plus la commission paritaire. » Comment ? Ça, je crois que ça n'a jamais été raconté, mais je suis désolé, il faut le dire. Oui, non, mais dis-le, moi, ça m'a été raconté par lui et par son épouse. Oui. Bon. Donc, ils se sont retrouvés avec un truc qui était simple, c'est que les numéros qu'ils envoyaient, où ils avaient 30 centimes à la poste, ils se sont retrouvés à payer 1 franc 50, quoi. Donc, c'était mortel. Et sa femme avait dit mais c'est pas possible, Serge, tu fais n'importe quoi. Mais il y avait un côté un peu
très slave chez lui. Et oui, c'est ça. Mais quand Non, justement, c'était son excuse. Il avait écouté, je suis slave, alors bon, c'est le bordel. Et donc, elle a refait le dossier oui, et le renouvellement de commission paritaire est arrivé, je crois, le lendemain du décès de Serge. Voilà. Et ce qui est étonnant, et ben alors là, je vais faire une révélation. Il suffisait de faire le dossier, il aurait eu moins de problèmes financiers qu'ils l'ont mis. Il faut juste se rappeler que Madame de Bécage était la directrice du journal. Oui, Donc, ben, il avait eu d'ailleurs cette formule du courant, comme ça, s'il y a un problème, c'est elle qui va en prison. Mais Serge, même très malade, il était à l'hôpital de Perpignan et moi j'étais à la montagne à ce moment-là, chez moi, et on se téléphonait tous les jours, mais c'était difficile. Hein. Et ben déjà dans sa tête, il imaginait qu'il allait revenir et il voulait refondre complètement son journal. Et il m'avait dit, Jean-Paul, on travaillera tous les deux, nani, nana. Et il voulait faire totalement autre chose, que ça ressemble plus à ce qui s'était fait. En réalité, ça a continué jusqu'au numéro 416, comme ça avait été depuis le début. Voilà, mais il n'a pas pu... Parce que le Libre Journal, c'est 416 numéros. Ah oui, ils sont arrêtés à la mort de ininterrompus. Ininterrompu. Ouais, 416. J'ai la fierté qu'il n'y a pas un numéro où je ne suis pas dedans, ne serait-ce qu'une ligne. Depuis le premier numéro jusqu'au dernier, j'ai toujours Excellent. lu un truc quelque part. Oui. Plus ou moins important, mais ça, c'est ma fierté. Alors, on trouve certains numéros en ligne, notamment le dernier numéro avec les hommages de numéro 416 est disponible, on peut le trouver sur Internet. Parce que, voilà, et on le trouve sur le site, justement, d'en parler. On peut retrouver la totalité des émissions de Serge, de Radio Courtoisie. Alors, je ne sais plus le nombre exact, mais il y en a quand même une certaine quantité. Elles sont disponibles. Oui, Centaines, voilà. Et donc, elles sont disponibles depuis 1987, l'intégralité jusqu'à la fin. Sur Internet, il y a 1 ou 2 sites qui sont consacrés à ça. Ça prouve l'importance et une œuvre. et le relief de ce qui est tout à fait une œuvre. Oui. Ouais, tout à fait. On parlait de on a abordé là les invités justement sur la radio. Vous parliez justement de cet anticonformisme. Pour le moins, on peut dire qu'au niveau des invités dans son émission, on ne pouvait pas être plus anticonformiste puisqu'on avait vraiment des invités qui venaient tout azimut. Les plus loufoques on passait devant son micro, ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Enfin bon, particulièrement les médecins, ça, elle était passionnée par tout. Mais en plus, il riait pas là. Parfois, c'était assez surprenant. C'était un homme extrêmement intelligent. Il y a des types qui sont venus, qui parlaient médecine. Enfin, on était pliés en deux, Goffman et moi, parce qu'ils disaient vraiment des conneries. Et Serge était passionné, les écoutait comme ça, comme si ça avait été des prix Nobel de physique. Ça, il avait une fascination pour ça. Il faut savoir quand même que Serge était quelqu'un qui croyait aux gnomes. Oui, c'est ça. Aux trolls. Aux trolls. Et au fait de la forêt. Non, mais moi, j'en ai discuté pendant plusieurs heures avec lui. C'était quoi? C'était une passion ou c'était... Non, c'est une certitude. Il croyait aux fantômes, il croyait aux phénomènes parapsychologiques, il croyait aux soucoupes volantes, il était créationniste, donc il pensait que le monde avait été créé en 6 jours. Il expliquait que le monde avait 10 000 ans. Ou 10 ou 15 000 ans, pas un jour, plus. je lui ai demandé l'heure, moi, il n'était pas content. Voilà, bon. Et toute une série de choses comme ça. Mais je crois que s'il avait pu trouver une association qui pensait que la Terre était plate, il en aurait été membre. Bien sûr. On comprend mieux les accusations du fait qu'il ait été gnostique de la part de certains. Ah oui, alors ça, c'est sûr que c'était un être qui, pour moi, n'était absolument pas cartésien. Il était pas. Il était. On dit il avait l'âme slave, mais bon. Je suis désolé, il avait l'âme slave, mais c'est le cartésianisme, c'est quelque chose de typiquement français. On a du mal à comprendre que d'autres peuples ne puissent ne pas l'être, quoi. Les Américains sont absolument pas des gens cartésiens, les Allemands ne le sont pas non plus. Mais la France, c'est des esprits cartésiens, c'est des esprits forts, c'est des esprits qui prétendent tout expliquer par un raisonnement, etc. Et lui, par exemple, il était passionné par l'alchimie, par exemple. Absolument, oui. C'est des choses comme ça. Donc, c'était des connaissances extra-scientifiques. Voilà. C'était pour ça qu'il n'était pas étonnant de sa grande amitié avec Jacques Bergier, mais avec toutes sortes de gens qui ont écrit dans les collections Les Chemins de l'Impossible, Collection Rouge de chez Gélu, etc. Et tous ces gens-là, il en connaissait, mais quand ça m'est arrivé de temps en temps de parler de lui avec ça, il connaissait la plupart des auteurs. Il les avait déjà rencontrés, il avait été ami, il en avait invité un certain nombre. Par exemple, il a invité, je ne sais pas combien de fois, puis il met sur à son émission, Jean-Paul Bourg, par exemple, qui est quand même un personnage un peu particulier. Il adorait ce genre de personnage. C'est le paradoxe, il était furieusement français, mais il n'était pas cartésien. Voilà. Alors, en tant qu'écrivain, juste, je tenais à signaler au niveau de ses ouvrages. Déjà, en tant que journaliste, il a collaboré à différentes revues, Valeurs Actuelles, Le National, fondé par le Front National en 73. Présent également, Le Crapouillot.
Et Pas de panique à bord, c'est quoi ça, Pas de Pas panique de panique à bord, c'était publié par Philippe Randa. Oui, mais par exemple, on ne le sait pas, mais par exemple, il était actionnaire, c'est mis sur son nom de Zoom, et il a été, à un moment, il a été directeur de Zoom, qui était une revue spécialisée dans la photo de haut niveau. D'accord. Oui, dans votre notice, vous rappelez qu'il a été aussi il a été rédacteur en chef dans un journal qui s'occupait de restauration. Oui. Et donc, des champs très très ouverts. Quand même. Oui. Bah, il y avait aussi des travaux, pourrait-on dire, un peu alimentaires, quoi. Mais par exemple, il était passionné par tout ce qui était photo, mais photo d'art, enfin, photo artistique. Parce que Zoom, pour les gens qui s'en souviennent, c'était... C'était une revue de c'était une- haute haute gamme. Qu'il avait été à Zoom. Et donc, il éditera, il écrira avec Alain Sanders La Nuit de Jéricho. Il devait avoir un deuxième on attend tome. la suite. Alors, encore. voilà, voilà. alors, l'édition Les Vilains Hardis, c'est quoi ça? Bah, c'est son édition à lui. Oui. Les Vilains Hardis. Les Vilains Hardis, oui. Le Dictionnaire de la colère, donc, qui est un recueil de chroniques Oui. préparu dans le livre journal. Bien fichu, Voilà. ça, ouais. Pareil aux éditions Les Vilains Hardis. Le catalogue des nuisibles, alors ça c'est quelque chose aussi. ouais. Sous-titré Catalogue de la France à l'envers, 50 portraits au vitriol de bestioles malfaisantes. Oui, alors on a le droit à l'abbé Pierre, au général de Gaulle, enfin tout. C'était d'ailleurs paru en chronique dans C'était dans le le livre recension journal. des C'est une chroniques. recension de ses Oui, chroniques. oui. hein. D'accord. Voilà. Au niveau, après cette, on l'a vu, je reviens un peu en arrière, hein, au niveau politique, après cette scission, il a vécu véritablement une traversée du désert, ou est-ce que véritablement ça a mis fin à certaines illusions? Donc ça a posé Parce un qu'il- problème. il y a cru, Oui, non, bien véritablement. sûr, ça a posé un problème au journal, mais pour le reste, ça ne lui a pas posé vraiment un cas de conscience. Hein. Bon, les choses étaient comme ça, et puis voilà. D'accord. De toute façon, il était plus... l'engagement politique en tant que tel, c'était quand même un journaliste. L'engagement militant politique, bon, il avait peut-être pu ça quand il était jeune, il m'en a parlé qu'il deux ou préférait, trois c'est Il fois. le aura, débat. il aura fait quelques élections quand même hein, dans les années 70. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, parce que- il était et- candidat. oui. 77, Et puis procès de Paris. il avait été d'ailleurs candidat dans le 19e, mais c'était par amitié pour boucler les Il n'en avait listes. pas envie du tout. Enfin, il avait dit oui, comme Voilà. ça, pour faire plaisir. Bah, il a été élu conseiller municipal à Oui. Salois. Encore, Oui, c'est vrai, Ça, il oui. n'a jamais siégé. Il y est jamais allé. Je crois qu'il y a jamais allé une seule fois. Ah non, il y a jamais habité. C'était pour boucler les listes. Ça. C'était un débatteur, mais c'est pas un acteur, franchement, de terrain. Enfin, Pas un militant de terrain. oui, voilà, je sais pas si je me fais comprendre. C'était le débat d'idées qui l'intéressait. Le combat pour le combat, ça l'intéressait pas. Quoi. De toute façon, en plus, bon, si met sur son nom, il l'a dit, il était antidémocrate. Oui, déjà, Alors, donc il avait il était gagné. contre le suffrage universel. Alors, Donc déjà, c'est Donc ça difficile. solutionnait le problème, quoi. voilà. Oui, oui. D'ailleurs, je crois même qu'il n'avait jamais voté. Si met sur son nom. Non, il a Je crois qu'il avait même pas de carte d'électeur. hein. c'est probable. En tout cas, il votait pas. Non, mais je crois, il me l'a dit plusieurs fois qu'il votait pas. Oui, voilà. Il n'était pas démocrate alors? Ah bah, il était tout. Oui, mais il a quand même été élu. Hein. C'est Comme dingue. quoi. Hein. Bah, c'est bien arrivé une de deux fois pour la F. hein. Pour revenir un petit peu sur le libre journal, on l'a vu, il y avait donc jamais de réunion, jamais de comité de rédaction. Alors, jamais... Qu'est-ce que Peut-être c'est au- quoi ça Peut-être au bistrot. hein, parce que- Après, oui, au bistrot comme Oui. ça, mais bon, vite fait, bien fait. Non, rien du tout. Moi, je vais vous raconter une anecdote, ça résume entièrement Serge de Beketch. C'était en 84, Serge de Beketch avait toujours pas le permis de conduire. Il part en vacances à Mayotte. Il part en vacances à Mayotte En voiture? et il rentre. Je crois que c'était Mayotte. Voilà, il c'est rentre de Mayotte avec le permis. et il avait le permis de conduire parce que à l'époque, c'était la Légion étrangère qui faisait passer le permis de conduire à Mayotte. Alors, Et voilà. en tant que fils de légionnaire Maradian Bien Fou, on lui a donné le permis de conduire. Donc on part du haut de l'avenue Marceau, où il avait garé sa voiture, il me dit, et on allait au restaurant qui était 200 mètres plus bas. On a frôlé 10 fois l'accident et on a mis une demi-heure à se garer. Ça, c'est Serge. Je veux dire, les retours de Radio Courtoisie à 9h30, vous me ramenez chez moi, comme ça. Ben, pour vieux, on n'était pas arrivé. Hein. Serge, il parlait en voiture Oui, avec comme ça. et il regardait pas la route, les feux. C'était exactement ça. Il y avait toujours des voitures un peu fatiguées. Moi, j'ai des souvenirs de l'avoir poussé une ou deux fois, quand même. Et par rapport à tous ces écrits, par rapport à ces aventures diverses et variées, que ce soit à Minute ou ailleurs, il n'y a jamais eu de problème avec la justice? Bon, si, il en a eu. Moi, je ne connais pas les détails, mais je sais qu'une fois, on l'avait accompagné au palais de justice, et il avait mis une belle cravate, tout ça. Et, monsieur, profession, homme en colère. Ça voulait tout dire. Oui, mais ça commençait mal.
C'est-à-dire qu'il il a eu combien de procès, quand même il a eu un certain nombre de condamnations. Ah ouais, je sais pas, là. Il a été condamné notamment pour diffamation envers un certain nombre de gens, et la plupart de ces gens ne se sont pas fait payer. Parce qu'en fait, c'était, bon, je ne vais pas donner les détails, mais c'était des espèces de règlements internes à la droite nationale, etc. Donc les gens avaient obtenu la condamnation, parfois des condamnations lourdes, très lourdes, oui. plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et les gens ne se sont pas fait payer parce qu'ils savaient qu'ils coulaient le journal s'ils se faisaient Puis payer. ça leur suffisait de savoir Voilà. qu'il y avait eu condamnation. Voilà. Mais ça l'avait beaucoup marqué d'avoir été interpellé là, par... Non, mais ça, c'est parce que c'était hors de proportion. En plus. Voilà, Ça. d'avoir eu L'humiliation. on lui enlève les choses, surfouille, etc. C'était horrible pour lui, ça. J'allais y venir en fait. Est-ce qu'il avait des ennemis? Est-ce qu'on peut citer des noms? Il avait beaucoup d'amis, mais bon, Il avait des jaloux. Il avait Tristan Mendès France, Oui. qui a dû passer des années à écouter Radio Courtoisie, les émissions de Serge Becquet, qui devait tout noter. Alors, il a fait on peut espérer que ça l'ait rendu meilleur peut-être. Il a fait un rapport de 250 pages que j'ai vu, de plainte au CSA, où il extrayait 10 lignes de chaque émission, et donc c'était que des appels au meurtre. Mais il fallait les replacer dans le contexte. Bon. Et ils n'ont d'ailleurs pratiquement pas obtenu la condamnation de... Je crois qu'ils ont eu un avertissement et ils ont été obligés de le lire à l'antenne 2 ou 3 fois que... Je recommencerai plus. Ses propos avaient été tenus dans le feu de l'action. Oui, voilà. oui. Et ça n'a pas abouti à grand-chose, quoi. Je ne sais pas si on pourrait le faire encore aujourd'hui, parce que je pense que la censure s'est encore durcie. Beaucoup plus serré. Voilà. Mais des ennemis, il en avait, moi je ne vais pas le dire, mais il y a deux, Enfin, trois... par exemple, si mes souvenirs sont bons, c'est quand même lui qui avait invité Robert Faurisson pendant plusieurs émissions, mais c'était dans les années 80, mais il avait participé, il avait eu 3 heures, quoi. Enfin bon... etc. Bon, aujourd'hui, ce serait plus possible. Là, c'est pas possible. À mon avis, c'était avant la loi Guesso, d'ailleurs. Oui, probablement. Avant la guessotine. Oui, non, mais c'est sûr. Oui, parce que c'est sur quelle émission? C'est pas chez Serge Beketch où il l'avait réinvité et Robert de Faurisson, je crois, avait décliné l'invitation en disant mais de toute façon, je pourrais pas faire autrement quand je parle. Ça, je sais pas. Je peux pas vous dire. Peut-être que je l'associe à Serge de Beketch, mais... Alors des ennemis, pour répondre à votre question, je dirais pas de nom, mais il en avait quand même 2 ou 3, et parmi les gens de la profession, moi j'ai vu partir des lettres à 1 ou 2 personnages qui lui avaient manqué. Mon vieux, c'était d'une virulence incroyable. Il y avait quand même 2-3 ennemis dans la presse même, évidemment. Des jaloux, des gens qui lui en voulaient, parce qu'il était peut-être pas riche, mais il avait une grande estime, il avait un auditorat, il avait un lectorat que d'autres n'ont pas. C'est pas un homme riche, Serge, mais c'est un homme très écouté. Et ça faisait des jaloux, qui avaient peut-être réussi dans leurs affaires financièrement, mais qui n'avaient pas l'audience qu'il avait. Donc il a loupé. Puis il a peut-être dit parfois des choses qui pouvaient heurter quand même des gens. Pris dans le feu de l'action. Oui, puis non, délibérément, mais on va dire que c'était dans le feu de l'action. Quand même. Délibérément dans le feu de l'action. Délibérément dans le feu de l'action, ouais. On va dire ça comme ça. Si on pense quand même sur les quelques portraits qu'il y a pu y avoir dans la grande, entre guillemets, presse, c'est vrai qu'en général, c'était quand même toujours les mêmes qualificatifs qui revenaient sur le fait que, en gros, il était vociférant, antisémite, etc., etc. C'était quand même le portrait en général était très très vite plié quand même. Mais de toute façon, les gens, nos adversaires ne raisonnent que par cliché. Oui. La clé de voûte étant l'antifascisme, qui est la clé de voûte des imbéciles, quoi. Parce que ça explique tout, quoi. Quand on a dit ça, on peut plus rien dire, il n'y a pas pire, donc de toute façon, on peut pas discuter, et les antifascistes ont raison, quel que soit le sujet. Bon, voilà. Donc c'est très très simple. Il faut pas s'étonner que il n'ait pas eu des articles correct à son décès. Ce qui est évident, c'est qu'il a eu... ses obsèques ont montré sa popularité, quoi. L'église... C'était blindé. L'église était... mais l'extérieur était... tout était plein. C'était bondé. L'extérieur, tout le parvis était plein. Les escaliers devant, la rue était pleine, etc. Ils avaient compté, il y avait je sais pas, plus d'1 millier de personnes. Ah non, il y avait beaucoup plus. Il y avait quasiment 2000 personnes. 2000, oui. Alors voilà. C'est pas rien. Non, pour moi, il y a eu... Enfin, moi qui ai assisté aux deux, il y avait non, mais pour moi, il y avait plus de monde. Il y avait nettement plus de monde à l'enterrement de Serge Becquet qu'à celui de Jean Ferret.
Ah, c'est évident, ça, c'est Voilà. tout à fait vrai. Et puis Serge de Becquet, c'était vraiment des gens. Des gens ils étaient venus parce de loin, qu'ils même. l'écoutaient. Oui, voilà. voilà. C'était. Moi, ce jour-là, j'ai rencontré des gens qui venaient de l'autre bout de la France. Absolument. Des gens qui étaient venus du sud, de Bordeaux. Absolument. Mais parce qu'il vous disait... D'ailleurs, l'homélie du père Argouache était formidable. formidable. Non, c'était son enterrement a parfaiement montré l'audience qu'il avait, l'impact extraordinaire qu'il avait. Est-ce que la continuité du libre journal s'est posée après alors sans vouloir trahir des secrets de famille ou autre, est-ce que c'est pas vraiment posé longtemps, on peut pas continuer, puis c'est tout. Mais la question s'est posée malgré tout. Il y a eu un temps d'hésitation, on dit qu'est-ce qu'on fait, il y avait toujours quand même 2-3 trucs on aurait peut-être pu faire 2 numéros. Ouais. Puis après, après d'un seul coup, il fallait mieux rester sur le symbole. Le dernier numéro, c'est celui de Serge. Puis voilà. Non, mais on s'improvise pas chef d'orchestre. Voilà, exactement. Puis c'est ce que je disais tout à l'heure. Même Serge, si ça paraît de l'improvisation. Non, mais il y avait une question de contact. Mais c'est ce que j'ai tout à l'heure. Il y a des gens qui devaient lui téléphoner parfois à 2h du matin pour lui donner une information, ce qu'il n'aurait pas fait. Il avait ni à son propre Goffman, réseau, ni à moi, ni à son épouse. Donc déjà, on aurait manqué de matière. Et puis Serge, quand même, tenait un peu ses auteurs. Quand même. Je veux dire, il disait ça, je te le passe pas, ça, je te le passe. Qu'est-ce qu'on aurait fait Bon, voilà. Il fallait mieux arrêter. Il est mort, le journal est mort. Et après tout... c'est très bien comme ça. C'est ces institutions qui meurent avec celui qui les a créées. Quoi. Et c'est aussi bien comme ça, je trouve, pour la mémoire de Serge. Et puis voilà. Parce que de toute façon, ça aurait foiré. Quoi. Au bout de 3 numéros, ça aurait été terminé. Donc, pas la peine. Non, on n'a pas de... Enfin, d'abord, c'était Madame de Becquet, je décidais. Elle n'a pas mis très longtemps à dire bon, on arrête. Voilà. Et justement, la maison d'édition dont on parlait tout à l'heure, Les Vilains Hardis, c'est ça là ? Oui, c'est ça, Les Vilains Hardis. Oui. Ça existe toujours aujourd'hui ? Je pense que oui, je sais pas. Alors là, je sais pas. Je sais que ces livres sont, notamment le catalogue des nuisibles, sont encore bien évidemment disponibles. Non, mais c'est oui, parce que Madame de Becquet les avait fait rééditer ces ouvrages parce qu'ils avaient été épuisés, donc elle les a fait rééditer. Bon, je sais pas exactement comment on peut les trouver, mais on doit toujours les trouver. Mais vous savez, une maison d'édition, c'est peut-être juste un nom. Oui, bien sûr. Notamment, ça pourrait être intéressant de porter à la connaissance de beaucoup. Je ne sais pas sous quelle forme, mais de retrouver les numéros plus anciens du Libre Journal ou d'en faire une compilation ou de pouvoir, je sais pas. Enfin, je crois qu'il y a là peut-être un travail à faire pour essayer de remettre, parce qu'il y a une véritable anthologie qui mériterait d'être portée à la lecture de beaucoup. C'est une très bonne idée. Je vous passe le bébé. non, parce que le problème, c'est par exemple, quand on pense par exemple au texte par exemple, de François Brignot, par exemple. Au début, il a eu toute une série de textes qui sont parus au début du socialisme, etc., où il reprenait ses chroniques de Minute, mais il a, par exemple, les chroniques de François Brignot dans le Libre Journal de Serge n'ont jamais été édités. Ça serait un texte extraordinaire. Il y a eu les textes d'ADG ont été publiés au Dilettante, mais censurés, ce qui fait que tous les passages qui n'étaient pas politiquement corrects ont été supprimés. Donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, il va être temps de nous quitter. Je tiens vraiment à vous remercier tous les deux d'avoir participé à cette émission qui nous tenait à cœur. Et je voudrais, en guise de conclusion, citer simplement Serge. Et puissions-nous, nous aussi, résister à sa suite, résister à la pensée unique, au politiquement correct, à la censure ethnique, aux faux culs démocrates, aux avaleurs de parapluies en tout genre, aux petits flics, aux mafias politiciennes, aux curés tordus, aux imbéciles sectaires, aux voyous apatrides, aux détraqués normatifs, aux féminilistes, aux beaufs, bref, à celles et à ceux qu'il épinglait dans son catalogue des nuisibles. Merci à tous pour cette émission. Merci Gérard. Merci Jean-Louis. Et je voudrais pour simplement dire amis de la résistance, bonsoir. Et plus que jamais, à l'abordage et pas de quartier. Les partisans blancs à
ardemment dans leurs campagnes épiques, qui traquaient Trotsky tremblant. Dans leurs campagnes épiques, qui traquaient Trotsky tremblant. C'est pour la Sainte Russie, pour la vieille tradition, pour la gloire et la patrie, que luttaient ces batailles. Pour la gloire et la patrie, que luttaient ces bataillons. Votre gloire est immortelle, volontaires et officiers blancs.